Je vais commencer, de toute façon, j'ai une grande spécialité, enfin j'en ai deux, c'est de faire des introductions quand les gens sont encore en train d'arriver et de faire des conclusions quand ils sont déjà partis. Donc, voilà. Tout va bien. Bon, écoutez, très heureux de vous retrouver ce matin après la journée d'hier. Alors j'ai pour partie modifié mon introduction en fonction de ce qui s'est dit. Je vais rester près de mon texte pour ne pas digresser. Et ce que j'ai choisi, j'ai pas de slide, ce que j'ai choisi de faire par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est vous parler plutôt de l'institution, donc de l'hôpital psychiatrique, institution s'il en est, tel qu'il était en 2017 et un peu après, pour entrer effectivement dans cette logique et cette dynamique de transformation dont on a commencé de discuter hier. À charge, effectivement, moi je n'irai pas plus loin et pour ne pas être redondant, à Nicolas de poser le paysage tel qu'il s'est mis en place depuis avec les résultats obtenus et à Céline de nous ouvrir la focale territoriale en quelque sorte. Et en particulier, je viendrai peu en description de la situation territoriale vue depuis l'établissement telle qu'elle était au début, pour avoir vu les différentes présentations. Donc on voit bien que ce qui nous anime, c'est cette question de la transformation de nos institutions. Je ne reviens pas sur les propos d'hier, dans un rapport qui est forcément un rapport au territoire et partant aux autres acteurs institutionnels ou individuels de ces mêmes territoires, avec la question non pas à l'arrière-plan, mais au premier plan des personnes concernées et des aidants, en résumé ultra rapide des choses en quelque sorte que l'on a partagées hier et des convictions qu'on doit plus ou moins tous partager. Alors ça nous amène à poser finalement sur nos territoires, tous autant qu'on est, et à travers nos institutions, quelles qu'elles soient, pas uniquement l'hôpital, la question finalement de notre capacité d'auto-transformation compte tenu de l'absence ou des limites connues des politiques publiques, sujet que nous avons déjà abordé. Alors en fait, moi je me situe en 2017, au moment où personnellement, égoïstement, tout commence. Donc le Vinatier, c'est à l'époque le plus grand établissement de France. C'est aussi le plus complet, puisqu'il possède, et encore aujourd'hui, à peu près tous les dispositifs. Mais on parle de dispositifs, on ne parle pas forcément d'offres de soins. C'est aussi, puisque dans quelques avantages et cordes à notre arc, à condition d'en faire quelque chose, le second euro par habitant, et des atouts indéniables, et en particulier, j'insiste toujours sur la valence académique, non pas que tout passe par les universitaires, mais ce levier me paraît indispensable à la modernisation. Et via l'ADESM, j'ai un vieux sujet qui chemine, mais enfin, qui n'avance pas vraiment, c'est comment on réarticule les gros CHS sans valence universitaire à l'université, là où, notamment dans les grandes agglomérations, ils voisinent avec un CHU. Le sujet est encore beaucoup, et à beaucoup d'endroits, à l'état latent. Alors, c'est aussi un hôpital très capacitaire, centré à l'excès sur l'hospitalisation, je pense qu'on peut l'affirmer, avec parfois, quand on arrive, l'étonnement d'y voir des pratiques ou des situations ou des constats encore quasi asilaires, et notamment, en fait, dans les années qui ont suivi, on a fermé 200 lits, environ plus d'un quart, on va dire, de la capacité de l'établissement. Et parmi ces 200 lits, il y a quand même 150 lits environ d'hébergement continu, ces fameuses unités de longue évolution. Bon, on relève tous plus ou moins de la psychiatrie cette capacité à décrire par des mots l'exact contraire de la réalité, puisqu'il s'agit en fait d'unités dans lesquelles rien n'évolue ou rien n'évoluait. Avec des DMS également, DMH évidemment, accentués par cette situation-là des unités de longue évolution, parmi les plus longues de France. Alors bien sûr, comme le tableau n'était pas si noir, tel ou tel pôle clinique pouvait présenter un tableau justement partiellement plus avenant et dynamique en termes d'offres de soins. Sous le contrôle de Nicolas, je pense qu'on peut dire que le service unitaire de réhabilitation et plus globalement le CRR, même si lui avait une forme d'autonomie, restaient des entités distinctes des autres services. On revient sur ce qu'on a évoqué notamment hier, d'une réhabilitation à côté et qui n'est pas le soin de base en quelque sorte, ou l'offre de soins de base de l'établissement. Et ce même SUR fonctionnait difficilement, pour ce que j'ai pu en constater, au sein d'un des 3 pôles adultes de psychiatrie générale, qui lui-même ne prônait pas la réhabilitation comme base de ses soins. Plus grave, on jugera, l'institution restait privée de projet médical depuis au moins 15 ans. On n'a jamais réussi à savoir exactement depuis quand il n'y en avait pas.
au nom d'ailleurs d'une théorie un peu bizarre consistant à dire que l'absence de projet médical permettait de s'adapter au fil de l'eau à toute situation. Pour l'avoir entendu, c'est la vérité entendue en quelque sorte. Et puis la théorie, je mets des guillemets, de la diversité et de la validité de toutes les pratiques cliniques et de soins relevait quasiment du dogme. Ceci nous fait, on le sait, aussi beaucoup de mal par rapport à d'autres pays. Les pôles de psychiatrie générale des enfants, des adultes, je mettrai à part celui du professeur D'Amato et des personnes âgées, demeuraient pour l'essentiel essentiellement donc, confiés ou structurés sous une forme sectorisée, parmi les plus historiques et basiques qui soient, impliquant des approches, selon moi, discontinues, passant par des dispositifs successifs ou des modalités de prise en charge successives, mais pas vraiment chaînées. Or, toutefois, le temps passant, un projet médical d'offre de soins émerge en 2018 pour être adopté en 2019, sous la gouvernance donc précédente, vous comprendrez après. Ce projet, il est quand même essentiellement rédigé par la direction. C'est celui d'ailleurs dont nous achevons cette année la réalisation, mais vous l'aurez compris, avec quelques écarts à la lettre du texte. Alors on pourra penser que je noircis le tableau pour mieux éclairer la suite, mais chacun jugera. En novembre 2018, donc les médecins votent, la CME est renouvelée et ils décident à une très forte majorité de faire table rase à travers cette nouvelle CME. Je tiens à saluer ici Frédéric Meunier, Limazé et Rouvial pour leur courage, leur intelligence et leur ténacité, et la qualité de la gouvernance qui s'en est trouvée immédiatement transformée, puisque côté direction, on se piquait peut-être aussi de s'intéresser aux soins et pas uniquement à la gestion. Le directoire lui-même est totalement renouvelé en février 2020, entre autres facteurs de renouvellement, et les 10 chefs de pôle clinique y participent désormais, sachant que 7 pôles sur 10 ont une valence universitaire et que nombre d'universitaires, mais pas exclusivement, le propos n'est pas étroit, siègent eux-mêmes au directoire, dont Nicolas. De nouveaux projets sont élaborés en 2020, donc je ne vais pas effleurer en quelque sorte la suite des interventions, et ça me permet de réaffirmer, comme je le fais hier, que dans nos établissements, nous avons un préalable de gouvernance et que, quelles que soient les positions des directions, ce n'est pas pour se défausser. Si la question est celle de la transformation au sein de l'institution et dans son rapport au territoire, je me permets de rappeler aux médecins qu'on est dans un hôpital et que le directeur que je suis, sans embâche et sans hésitation, leur rappelle que beaucoup leur appartient et que cette bascule ne peut pas s'opérer sans eux et sans leur engagement collectif. Et peut-être d'ailleurs la décision de faire le premier pas leur appartient-elle. Alors en fait, dans la transformation, tout commence le 14 mars 2020. Je rappelle que c'est le samedi dans lequel la France est rentrée en confinement. Alors c'est alors que, comme fondement, et j'insiste, je vais souligner sur ce terme, de son offre de soins et de la modernisation de ses activités de psychiatrie générale, j'insiste toujours beaucoup sur le fait que ce dont on parle, c'est la modernisation de la psychiatrie générale des enfants, des adultes et des personnes âgées. On ne parle pas de recours, on ne parle pas de choses à part, on ne parle pas de spécialisation, ça c'est autre chose. On parle bien du cœur, du moteur de base de nos activités, ceux qui sont en rapport immédiat avec les populations et celles qui sont sur les territoires, à l'articulation aussi des parcours et des autres acteurs. Donc en fait, l'établissement adopte les paradigmes du rétablissement et de la parole des personnes concernées. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit hier. Il généralise les soins de réhabilitation psychosociale et de réanimation cognitive, ainsi que la pérédance directement ou via la plateforme Esper, je ne développe pas. Alors évidemment, ceci doit beaucoup à Nicolas. Évidemment, l'histoire n'est pas terminée. Il reste beaucoup, après à peine 2 ans, 3 ans, à consolider, à approfondir et à poursuivre. Mais ce que je me permets d'affirmer sans trop m'avancer, sans prendre de risques, c'est que désormais la bascule est faite. Alors, on ne va pas en étudier aujourd'hui l'ensemble des déterminants, des leviers, des modalités. Je pense qu'il n'y a pas de voie de retour car l'essentiel est acquis. Et j'insiste beaucoup, et on l'a fait l'autre jour devant le ministre, on le fait aussi régulièrement devant le délégué ministériel, cette affaire-là, elle a pris 2 à 3 ans maximum. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, c'est possible, sans prétention aucune, parce que ce n'est pas non plus merveilleux au quotidien, hein, les difficultés restent, mais on les affronte un peu différemment. Et puis, par ailleurs, ça va très vite quand on s'en donne la peine. Ce n'est pas une affaire qui va nécessiter 10 à 15 ans de transition, ce serait mensonger. Alors, ça signifie que cette mutation est possible à l'échelle d'une institution, d'autres s'y engagent ou d'autres l'ont fait, on n'est pas forcément les seuls.
Et on voit qu'à un moment donné, on s'affronte, le terme est à la mode, à quelque chose de systémique malgré l'absence de cadre national. C'est-à-dire qu'en fait, on conçoit le système en dehors d'une systématisation qui serait pensée plus haut ou plus loin. Alors, je pense que ceci, et je m'arrêterai là, doit interpeller maintenant chaque établissement, et en particulier vous qui représentez les établissements et pas forcément uniquement sanitaires, me semble-t-il, dans cette salle. Et puis je pense qu'on n'est pas non plus venu tout à fait pour rien. On partage des convictions et des idées. Et je laisse maintenant le soin à Nicolas de vous présenter le contenu, de ne pas beaucoup vous étonner, à Céline d'aborder cette question d'une interférence qui est assez subtile et parfois compliquée, mais parfois aussi évidente, entre la modernisation d'un établissement, en quoi elle fait levier, en quoi elle se nourrit aussi du territoire, et puis le territoire lui-même et ses acteurs, et en quoi l'établissement, vu ce qu'il pèse et vu ce que pèse le sanitaire, peut lui-même apporter à une transformation territoriale dont vous savez, et on l'a encore évoqué hier soir à l'AG, qu'elle était extrêmement structurée autour des besoins de la parole et des attentes des personnes concernées. Merci de votre attention. Je remercie M. Mariotti et je vous propose que nous fassions, comme c'est une intervention en fait à 3 voix sur la transformation d'une institution par vue de 3 regards un peu différents, et puis une focalisation un peu, un paysage historique, puis après une présentation un peu plus focale par le docteur Franck, et puis aussi une articulation par Céline. Donc je vous propose que les questions on les garde pour la fin et qu'on pose les questions à la fin. Entendu? Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci. Écoutez, je vais vous présenter cette transformation. Pascal Mariotti a bien retracé le contexte, avec simplement en préalable l'idée que, effectivement, la transformation elle peut se faire soit de manière extrêmement progressive. Quand j'ai fait le constat de l'état du pôle centre, qui s'appelait pôle centre, maintenant il s'appelle pôle centre rive gauche, quand j'ai pris la responsabilité le 1er janvier 2020, je me suis dit, est-ce qu'on va y aller par petits bouts? Est-ce qu'on va transformer étape par étape, faire glisser des activités, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux aller plus rapidement et faire une transformation radicale d'un coup? Et j'ai choisi la seconde option, parce que je pense que sinon on serait enlisé. Et on voit trop ces projets sur le long cours qui finalement ne peuvent pas aboutir. Donc l'idée, ça a été de faire un état des lieux rapidement en janvier 2020, de tracer un préalable au projet en février 2020, de présenter le projet aux équipes le 10 et 11 mars 2020, juste avant le confinement, et puis de commencer la mise en place dès avril, avec création d'une première équipe mobile, création d'un centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation le 3 juin, et puis tout le reste a basculé fin 2020. Et là, on est même pas 3 ans et demi après. L'idée, c'était aussi de créer quelque chose qui soit centré sur les besoins de la population accompagnée. Donc ça a été de tout mettre à plat pour construire des soins qui répondent aux besoins de la population. Donc on s'est autorisé à faire tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire suppression de tous les postes des professionnels du pôle, suppression de toutes les structures et recréation de structures différentes, de nature différente, avec des objectifs centrés sur les besoins de la population. Et le fait de faire ça, ça permet de créer de nouvelles catégories professionnelles, de nouvelles structures. Ça a permis de mettre à plat les anciens petits secteurs pour faire un seul gros secteur à l'échelle du pôle. Et ça a permis de reprendre en fait tout à zéro. Et l'idée, c'était donc les besoins de la population, priorité aux personnes accompagnées, aux personnes soignées, et puis le plaisir des professionnels qui travaillent dans le pôle. Parce qu'on ne va rien faire de bien si on n'a pas soi-même du plaisir, que ce soit les paramédicaux, les psychologues, les médecins, que ce soit les praticiens hospitaliers, les assistants des hôpitaux ou même les internes qui peuvent apprendre en ayant du plaisir à faire quelque chose d'utile. Voilà, pour vous tracer un petit peu le contexte. Donc, je ne vais pas vous reprendre la réhabilitation psychosociale, on en parle assez depuis hier. L'idée, c'était vraiment de construire le pôle avec ses soins au cœur du dispositif pour tous les patients. Là, l'objet de l'exposé, c'est de vous montrer comment on peut faire ça à l'échelle d'un secteur de psychiatrie générale. Donc évidemment, on s'appuie sur les compétences préservées, évidemment, on met les usagers au centre de la prise en charge, évidemment, leur rétablissement est notre première priorité, en restant modeste, comme je le disais hier après-midi, en ayant conscience qu'on ne peut que le favoriser, mais qu'on ne peut pas le déterminer depuis notre position de professionnel. Alors aussi, pourquoi reconsidérer l'offre de soins au passage? Simplement parce qu'elle est encore difficilement lisible en France. Quelqu'un de la population générale ou même un professionnel qui essaye de comprendre ce qui se passe dans un hôpital ou dans un pôle a un petit peu de mal à se repérer. Et même au sein d'un même pôle, quelqu'un qui est à un bout ne connaît pas ce que fait celui qui est à l'autre bout et vice-versa. Donc on avait vraiment besoin au passage de faire un effort de lisibilité. Je vous dirai comment on a fait ça.
Évidemment, ce manque de lisibilité contribue à un manque d'accès aux soins. Il n'y avait pas de porte d'entrée identifiée. La porte d'entrée théorique, c'est le CMP, mais auparavant, les CMP de ce pôle-là ne donnaient pas de rendez-vous avant 6 mois, et même un des CMP ne donnait plus de rendez-vous du tout à un moment donné. Donc ça c'est pas satisfaisant pour la population. Donc les dispositifs étaient, comme partout, tous saturés, et l'institution, au sens des murs, était au cœur du système. Ce dont on ne veut pas. On veut une institution ouverte, orientée rétablissement, ça veut dire à la disposition des personnes, et non pas les personnes à la disposition de l'établissement, de l'institution. Et là, c'était vraiment très hospitalo-centré. Vous allez voir, 150 lits de secteur de psychiatrie générale, ça faisait vraiment beaucoup. Quand on a beaucoup de lits, on a beaucoup de contraintes, c'est mathématique, puisque les gens ne veulent pas se soigner, donc si on les oblige à venir, on les oblige à être dans une chambre fermée, et on génère des traumatismes. Donc les objectifs visés, ça a été améliorer la lisibilité des dispositifs, avec un dispositif d'entrée clairement identifié, une gradation des soins, vous allez voir que c'est assez lisible maintenant, des soins respectueux des personnes, en prenant en compte leurs besoins propres pour favoriser leur autodétermination, ça veut dire des soins qui ont un sens par rapport au projet de vie des personnes. C'est le principe de la réhabilitation psychosociale. Ce n'est pas tellement compliqué de faire ça si on place les personnes dans cette disposition-là et que les soignants ont des outils très simples à utiliser pour le faire. Évidemment, pour éviter de faire exploser le système, on est obligé de travailler en réseau, mais ça, vous le savez tous, pour tous ceux qui s'occupent de secteur de psychiatrie générale, ça veut dire un lien très fort avec les médecins généralistes, via les CLSM, via les CPTS maintenant. On en a une des 3 qui fonctionne bien et qui apporte vraiment quelque chose. Aider les aidants, on a une unité d'aide aux aidants qui fonctionne très bien, c'est indispensable parce qu'on leur demande beaucoup et les familles sont en souffrance, ne savent pas comment aider leurs proches, donc l'unité d'aide aux aidants est vraiment au cœur du dispositif et on a une belle reconnaissance d'ailleurs de ce côté-là. Et puis un travail en lien étroit aussi avec les structures médico-sociales et sociales. Je citerai un seul exemple, faute de temps. Donc voilà d'où on est parti en 2019. À l'époque, il y avait 2 CMP avec un délai de plusieurs mois, 2 CATTP, 2 hôpitaux de jour qui gardaient des patients depuis des années et qui faisaient de l'occupationnel, 6 unités d'hospitalisation, soit 150 lits de secteur, et puis les structures spécialisées de recours que Pascal Mariotti a citées, qui, elles, n'ont pas bougé en termes de mission, qui étaient déjà dans le pôle, mais qui n'avaient aucun rapport avec le reste du pôle, et qui maintenant restent dans le pôle et ont pris beaucoup plus de place parce qu'elles ont été au cœur de la transformation, comme elles peuvent l'être pour d'autres structures en France. Donc actuellement, on a un centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation qui reçoit, dans le cadre d'une consultation psychiatrique, toute personne qui a une demande en santé mentale dans les quelques jours qui suivent la demande, voire dès le lendemain si c'est une urgence. File active 1100, un équivalent temps plein de psychiatres, 2 infirmiers, un psychologue et demi, une secrétaire. Ça suffit pour faire ça et ça suffit pour voir toute personne qui se pose des questions et qui a besoin d'accéder éventuellement à des soins en santé mentale. Donc ça n'est pas une porte d'entrée du secteur, c'est une porte d'entrée dans les dispositifs de psychiatrie et de santé mentale du territoire. Et simplement, je pense que ça doit être attaché au service public et que c'est bien de le rattacher à un pôle de psychiatrie générale. Je vous dis ça parce que c'est nullement pour attirer plus de monde dans le secteur, sinon on ne pourrait pas faire face. Et on réoriente 75% des consultants à l'extérieur du secteur de psychiatrie générale. Et l'avantage d'avoir aucun filtre, c'est-à-dire de recevoir toute personne qui le souhaite, il y a peu de centres qui font ça en France, c'est qu'on voit par exemple des personnes qui ont des états mentaux à risque, dont l'état se serait dégradé pour aller vers une schizophrénie, un trouble bipolaire, d'autres troubles sévères, et qui auraient perdu des chances avec le système habituel. Là, on les voit très tôt, en amont de l'entrée dans les troubles, grâce à un dépistage, et après, on peut les suivre et les protéger pour éviter une dégradation de leur trajectoire. Et il n'y a plus qu'un seul CMP qui a des procédures bien établies, orientées rétablissement, avec un accompagnement aussi vers la sortie, des relais vers les psychiatres libéraux, les médecins généralistes et tous les dispositifs. Un seul CATTP qui pratique essentiellement des soins de réhabilitation psychosociale. Une unité pour les personnes qui ont des troubles de personnalité borderline pour réintroduire de la psychothérapie à l'hôpital, parce que sur le CMP, ce n'est pas possible de le développer vu la file active. Une unité d'aide aux aidants qui fonctionne vraiment bien avec une information systématique aux familles, avec une demande une proposition de rappel, une demande d'accord de leur part, ce qui permet de les amorcer, après une première séance d'information avec les familles, et puis éventuellement, si elles le souhaitent, et c'est plutôt bénéfique pour eux, des groupes de psychoéducation, comme Bref, avec connexion familiale pour les personnes, pour les familles dans lesquelles il y a des troubles de personnalité borderline, etc., etc. Un hôpital de jour de crise qui sert d'alternative à l'hospitalisation. Ça n'est pas la même population que sur le CATTP. Sur le CATTP, ce sont les patients du CMP qui sont déjà en voie de rétablissement bien avancés
L'hôpital de jour de crise, c'est des personnes qui pourraient être hospitalisées dans l'ancien système, qui sont souvent très désorganisées, éventuellement hypomanes, voire légèrement maniaques, en crise suicidaire, etc., etc. Une unité de suivi dans l'habitat institutionnel, ça c'est très important. Ce sont des personnes qui peuvent être dans des CHRS ou des pensions de famille grâce au détachement de professionnels de santé mentale. Et dans d'autres cas, dans les circonstances précédentes, ces personnes étaient au long cours à l'hôpital. Donc cette unité, il est très important de pouvoir la développer, de trouver des crédits. Donc j'ai ressollicité l'ARS il y a quelques temps, j'attends une réponse. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avancer sur le développement de cette unité-là. 2 équipes mobiles de crise par redéploiement. Ça a été les fermetures d'unités d'hospitalisation qui ont permis de faire ça. C'est environ 35 équivalents temps plein. Tout le monde va à la maison et ces unités assurent la continuité médicale. C'est une alternative à l'hospitalisation. Donc les médecins vont à la maison. Il y a 2 médecins par équipe mobile, un secteur nord, un secteur sud, une dizaine d'infirmiers, aides-soignants, IPA, des pères aidants. Les assistantes sociales vont à la maison, les psychos vont à la maison également. 3 équipes mobiles PEPS, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, pour les unités d'hospitalisation, 2 unités d'hospitalisation complètes de crise, dont une qui est passée à 18 lits ces derniers jours, l'autre qui est à 24 lits, et puis une unité pour des patients qui ont des troubles un petit peu plus au long cours, pour préparer leur sortie, qui est l'unité donc HC2, et puis une petite unité PEPS avec 12 lits. Donc, sur quoi ces innovations se sont-elles appuyées? L'introduction des pères aidants pour réintroduire l'espoir, non seulement pour les personnes accompagnées, mais aussi pour les équipes. Il y a 14 pères aidants recrutés en propre par le Vinatier dans le pôle, et ça donne vraiment une touche très différente par rapport à ce qu'on a observé auparavant. C'est vraiment une bouffée d'air, c'est vraiment un facteur d'espoir extrêmement important, et ces pères aidants ont complètement trouvé leur place. Maintenant, ils sont réclamés par les équipes. Dès qu'un poste est libre, tout le monde se mobilise pour trouver un autre père aidant pour le remplacer, y compris en intra-hospitalier. L'accès rapide à un avis psychiatrique, les alternatives à l'hospitalisation sont bien développées. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est développer des filières de soins spécifiques au sein du CMP pour avoir vraiment quelque chose qui soit plus consistant et avec plus de compétences. Ça veut dire le psychiatre qui assure le suivi du patient peut s'appuyer sur une ligne, par exemple TSA, Addicto, etc., etc. Et ça rend plus intéressant le travail multidisciplinaire. Donc la lisibilité du dispositif, ça c'est la plaquette pour les usagers, tout est sur le site web du centre ressources, page pôle centre rive gauche, enfin les pages du pôle centre rive gauche, dont une trentaine ou une quarantaine de petites plaquettes d'informations. Et là vous voyez, risque psychologique limité, c'est tout ce qui est ambulatoire, un risque plus important, les équipes mobiles d'hôpital de jour de crise, un risque extrêmement important, c'est l'hospitalisation avec des critères très précis qui sont d'ailleurs sur Internet dans un autre document si vous voulez les consulter. Donc le centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation, c'est une innovation importante parce que c'est donner l'accès à toute la population à une consultation psychiatrique. Alors pourquoi les personnes vont accepter finalement quelque chose d'aussi ponctuel? C'est parce que ça se fait à court terme. Elles sont prévenues qu'elles n'auront pas de suivi systématique, c'est juste pour un avis. Mais cet avis, elles l'ont rapidement. Plutôt que d'attendre 6 mois une consultation sur un CMP pour s'entendre dire on ne peut pas vous suivre, là on le dit tout de suite et on oriente vers quelqu'un qui va pouvoir effectivement les prendre en charge. C'est-à-dire qu'il y a un important travail de réseau avec les associations qui font des psychothérapies gratuites, les psychologues libéraux, les psychiatres libéraux, les généralistes, etc., etc. Le travail avec les structures sociales, évidemment, c'est les CHRS, les pensions de famille, tout type de structures sociales. Je cite simplement un chiffre. Voilà, ça, on a une convention avec un CHRS à côté de la gare de la Pardieu. Cette convention nous permet d'avoir 4 lits en accès direct en court-circuitant à la maison de la veille sociale, mais nous occupons de tous les résidents en détachant un infirmier, un moniteur éducateur, du temps médical, du temps de cadre de santé. Évidemment, il y a beaucoup d'addictions, beaucoup de conflits, de passage à l'acte. C'est des tableaux très compliqués avec des personnes des rues. Avant, la police passait 10 fois par an. Je rappelle pour des contentieux, des violences. Maintenant, c'est 0 fois. Ça, c'est le bilan qu'on a rendu à l'ARS il y a quelques mois. Donc ça, je trouve que c'est assez impressionnant et parlant, et ça pousse à faire ce type de dispositif. Donc le travail en réseau, il repose sur une communication importante. La communication, elle est importante non seulement pour les professionnels, pour connaître les dispositifs, savoir comment solliciter ces dispositifs, ce pôle et puis ces dispositifs à l'intérieur, mais c'est aussi pour les personnes concernées. Si on veut travailler sur l'autodétermination, il faut donner l'information aux personnes. Le pouvoir d'agir, c'est déjà le pouvoir de décider à quel soin on accède. Donc il y a eu énormément de travail pour décrire très précisément, en langage accessible pour tout public, l'ensemble des dispositifs de soins. Ça veut dire, je ne sais pas combien il y a de pages web, mais c'est entre 5 et 10. Des documents d'information téléchargeables, c'est plutôt entre 40 et 50, plus tout ce qu'on a fait à côté, en termes d'affichage dans les services.
Et ça a été une chargée de communication pendant 1 an pour expliciter finalement le contenu de l'offre de soins au bénéfice de la population. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Le travail avec les médecins généralistes, c'est une RCP proposée 1 fois par mois par l'équipe médicale de KDO, où les généralistes peuvent venir présenter un cas difficile pour une orientation diagnostique et thérapeutique. Donc ça, c'est très important, en dehors du fait qu'ils peuvent aussi envoyer à KDO n'importe quel de leurs patients et avoir un courrier dans la foulée. Donc avec ce type de partenariat, on peut leur envoyer des patients, ils nous prennent encore de nouveaux patients, ce qui n'est pas le cas en général à Lyon en médecine générale. La communication interne, ça va être des brèves pour informer les professionnels de ce qui se passe dans le pôle. Avant, on me disait, je ne sais pas qui est arrivé, qui est parti. Maintenant, tous les mois, il y a les mouvements au sein du pôle et puis les nouveautés. Et ça, c'est pour créer un esprit de corps au sein du pôle. Ça contribue à faire ça, en dehors de toutes les rencontres qu'on peut organiser, telle unité avec telle unité, la journée de pôle, etc. etc. La communication à l'extérieur, c'est les pages web du pôle. Vous voyez, par exemple, cette page-là décrit la pérédance au sein du pôle centre gauche. Donc ça permet, et on donne ça très accessible avec des QR codes dans le CMP ou KDO, ça permet aux gens de savoir ce qu'il leur est proposé, ce qu'ils peuvent solliciter. Et par exemple, quelque chose de tout simple, pour accéder à la réhabilitation psychosociale, nous avons un petit questionnaire, c'est 8 questions ou 10 questions, je ne sais plus exactement, c'est en format A5, c'est posé dans les salles d'attente, CMP, KDO, etc. Est-ce que j'ai une bonne image de moi par rapport à la maladie? Plus que 2 minutes, c'est ça? Oui. Est-ce que j'ai des problèmes pour me concentrer? Je termine. Etc., etc. Oui, non, oui, non, oui, non. Et êtes-vous d'accord pour qu'on vous rappelle pour vous proposer des soins? Et ce simple petit questionnaire permet d'améliorer très considérablement l'accès aux soins de réhabilitation psychosociale. Donc la diffusion du modèle, c'est s'appuyer sur le Centre ressources nationales de réhabilitation psychosociale avec toutes les actions de communication qui peuvent être faites, des manifestations scientifiques, par exemple celle qu'on organise à Tours sur l'inclusion le 22 septembre, des diplômes comme le diplôme universitaire de pérédance, de remédiation cognitive, de psychoéducation, de case management, tout ça pour déstigmatiser, redonner du pouvoir aux personnes concernées en se centrant sur leurs possibilités plutôt que sur leurs limitations et leurs difficultés. Et évidemment, c'est un travail au sein d'une équipe qui fonctionne bien, qui est cohérente et qui est engagée, parce qu'on ne peut rien faire sans des professionnels qui sont engagés. Voilà, merci de votre attention. Merci, Dr. Fan. Donc, je passe la parole à Céline Deschamps et je me permettrai aussi d'être un tout petit peu directive sur le temps de parole, mais c'est vrai que cette expérience est très intéressante, de montrer comment, sur un territoire, on peut véritablement, par une volonté politique, c'est une vraie volonté politique, travailler à la transformation des institutions. Donc, je laisse la parole à Céline Deschamps. Bonjour et merci. Alors moi, je vais enchaîner je vais dézoomer un petit peu sur le projet plus global dans lequel s'inscrit la transformation du Vinatier qui vous a été présenté par les 2 intervenants précédents. Donc le Vinatier, effectivement, c'est l'institution la plus importante sur le territoire et sa transformation est la meilleure illustration possible de la volonté qu'on porte à travers le PTSM du Rhône. Alors, comment ça marche? C'est le gros bouton vert. OK. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la genèse du projet, parce qu'on n'a pas le temps, mais juste pour mettre l'accent sur quelques éléments, on avait dans le Rhône quelques facteurs clés de succès, dont l'existence d'atouts historiques sur le territoire, notamment le développement précoce de la réhabilitation psychosociale sous l'égide de mon prédécesseur au micro. On avait la chance aussi d'avoir sur le territoire un noyau d'acteurs du champ psychiatrique comme du champ médico-social qui étaient convaincus dès 2017-2018 de la nécessité du changement et qui était en capacité de porter cette fameuse initiative du PTSM, puisque le PTSM, vous le savez tous, c'est la main qui a été donnée aux acteurs de se réunir, de se fédérer pour co-construire un projet qui ne soit pas dépendant des donneurs d'ordre habituels. Et puis un troisième facteur clé de succès, c'est que ce petit noyau d'acteurs dont font partie évidemment les 2 personnes qui m'ont précédé au micro, avait extrêmement bien repéré et s'était approprié le
potentiel de changement de paradigme que portaient les textes sur le PTSM. Vous savez, le PTSM, c'est 2 textes principaux, la loi de 2016 et le décret de 2017. Et ces textes, véritablement, portent en eux ce changement de paradigme vers le rétablissement, même si ce message, ensuite, a été un petit peu gommé par les pouvoirs publics, ministères et certaines ARS. En tout cas, c'était très bien repéré sur le territoire, et notamment parce qu'on avait des acteurs qui avaient participé aux concertations nationales lors de la construction de ces textes. Et donc, du coup, ça aboutit à ce que l'orientation qu'on a souhaité donner au PTSM d'emblée, dès 2018, dès le lancement de la démarche, et qui a été partagée avec l'ensemble des acteurs du territoire en produisant un effet d'adhésion, c'était que notre PTSM, ça devait constituer une démarche résolue de soutien à la transformation systémique des réponses en santé mentale. Et tous les termes ont leur importance. Et donc, véritablement, on a d'emblée posé le paradigme du rétablissement comme pierre angulaire de notre PTSM. À savoir que l'ensemble des interventions en santé mentale, les soins comme les accompagnements sociaux, médico-sociaux, doivent soutenir les projets de rétablissement et les parcours de rétablissement des personnes. Et pour cela, le PTSM, il doit porter la transformation globale du système. On ne peut plus se contenter de faire ce qu'on a fait pendant des décennies, à savoir essayer de réparer un système qui, de toute façon, n'est plus satisfaisant en mettant des rustines. À un moment, il faut il faut que se produise ce que disait Pascal Mariotti juste avant, à savoir un effet de bascule vers un nouveau modèle. Et c'est en ce sens qu'on a construit un PTSM comme un projet qui porte une logique systémique et globale, et non pas comme une agrégation de projets individuels. Donc notre PTSM, ce n'est pas le projet X de l'institution lambda et le projet Y d'une autre institution, d'une série d'institutions. C'est vraiment des actions, une série d'actions cohérentes. Donc 21 fiches actions qu'on a véritablement priorisées selon un processus systématique de screening pour leur capacité à faire levier sur la transformation globale des pratiques et la refonte des dispositifs en vue d'avoir une offre cohérente portée par l'ensemble des acteurs. Et un autre élément qui a été mis au fondement de notre PTSM, c'est la co-construction par les acteurs, certes, ça c'est les textes de base sur le PTSM, mais surtout un projet par et pour les personnes concernées. Donc d'emblée, on s'est mobilisé pour que les personnes concernées co-construisent le PTSM, non pas dans une logique classique de prise d'avis ou de consultation, mais vraiment dans une logique de partenariat et de co-construction. Et alors, je vous passe très rapidement, je ne vais pas vous citer toutes les fiches actions parce qu'on n'en a pas le temps et vous pourrez, si vous en avez envie, vous reporter au projet lui-même. Mais c'est juste pour vous montrer un peu la logique systémique qui est à l'œuvre, parce que ces 21 fiches actions, elles ont vocation à se décliner dans toutes les institutions. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des projets propres à certaines institutions. Et elles se déclinent, elles ont vraiment vocation, à se potentialiser par leur mise en œuvre conjointe. Donc la mise en œuvre conjointe de ces actions doit démultiplier les effets en faveur de la transformation. Et donc on a des fiches actions, à la fois des fiches actions qui sont socles, dont on considère que si elles ne sont pas mises en œuvre, on ne pourra pas produire les conditions pour une mise en œuvre globale du PTSM qui soit conforme aux ambitions et à cette ambition de promouvoir le rétablissement des personnes. Donc ces deux socles incontournables, c'est la participation des personnes concernées. Alors pas une participation alibi, ça on y insiste, mais une vraie possibilité d'influer sur les choix qui seront faits au niveau global et au niveau de chacune des institutions. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas encore, sur lequel on est en progrès dans notre pays, mais on n'y est pas encore. Et puis, il faut que l'ensemble des acteurs soient formés aux pratiques orientées rétablissement.
Et ensuite, on a 3 gros blocs. Un bloc qui va plus concerner l'implémentation proprement dite du paradigme du rétablissement dans différentes dimensions, qui là aussi se complètent. Quand on parle de réhabilitation psychosociale dans notre PTSM, c'est exactement comme vient de vous le décrire Nicolas Franck, à savoir, c'est pas une pratique spécialisée, la réhabilitation psychosociale, mais c'est vraiment une pratique qui doit venir s'implémenter dans les pratiques de chacune des équipes de terrain, donc dans les pratiques du secteur de psychiatrie, mais aussi dans les pratiques de droit commun, d'accompagnement de droit commun des acteurs sociaux et médico-sociaux. C'est la systématisation de la dose aidant, la pérédance professionnelle, et chacun de ces éléments vient appuyer le reste des actions. Par exemple, la pérédance professionnelle, ça aide à développer les pratiques orientées rétablissement, ça aide à développer la psychoéducation. C'est nourri par la participation des personnes concernées, puisque via la participation des personnes concernées, on permet à des personnes de cheminer sur le chemin de l'empowerment et pourquoi pas de venir songer à se former en tant que père aidant. Tout ça se complète et se potentialise. On a un 3e grand bloc qui va plus mettre l'accent sur la proactivité et la performance des réponses de soins. Parce que ça, c'est un passage obligé si on veut que les personnes progressent, cheminent rapidement sur un chemin de rétablissement. Il faut qu'elles aient rapidement accès à des soins, comme vient de vous le dire Nicolas Franck. Donc toute une série de fiches actions que je ne vous détaille pas. Et puis également une série de fiches actions qui va concerner la prévention et la promotion de la santé. Ça, évidemment, on ne l'a pas oublié. Parce que si on ne développe pas les compétences psychosociales en milieu scolaire, si on ne développe pas la déstigmatisation, là aussi, le plus tôt possible dans la vie des jeunes et donc au niveau des écoles, si on ne développe pas le PSSM, on ne créera pas les conditions qui permettront d'avoir une société inclusive et donc dans laquelle on pourra permettre aux personnes de s'épanouir dans un chemin de rétablissement. Donc tout cela est très complémentaire. On a pensé également à la mise en œuvre évidemment du PTSM pour soutenir du coup la transformation, l'appropriation de la transformation et la mise en œuvre de la transformation au sein de chacun des acteurs, parce que évidemment faire un beau projet c'est une chose, mais c'est encore mieux que ça se traduise par des évolutions réelles et concrètes sur le terrain, c'est-à-dire dans les équipes, et ça c'est pas simple. Et donc, on a pensé à un pilotage des fiches actions qui est en soutien et en appui aux acteurs. On a aussi tenu à formaliser l'engagement des acteurs à travers la signature d'un document qu'on a appelé engagement collaboratif multilatéral, à mettre en œuvre le PTSM, qui permet aux acteurs de s'engager sur la mise en œuvre du PTSM chez eux, mais aussi un certain nombre de principes socles, qui sont la collégialité, la co-responsabilité, la transparence, le partage des informations, la participation à l'évaluation. Donc on a une 60aine de signataires à ce jour qui représentent la quasi-totalité des acteurs du soin et des acteurs du médico-social. Parce que pour nous, la transformation, elle doit passer par l'engagement des institutions. C'est aussi quelque chose qu'on avait partagé. La contamination vertueuse par la conviction de quelques personnes ou quelques équipes disséminées de ci, de là, ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne, mais tellement lentement que ça va prendre 150 ans. Et vous le savez, la vie des personnes n'attend pas. Et donc, il faut qu'on fasse le plus vite possible. Oui. Voilà, j'ai bien entendu le message. Une logique d'évaluation aussi, parce que pour savoir si on progresse collectivement, il faut le mesurer. Donc là aussi, ça c'est au cœur du projet. Donc chaque secteur, on a fait l'année dernière une mesure T0, la mise en œuvre des fiches actions du PTSM auprès de chaque signataire. Et puis là, on mesure les progrès cette année avec une mesure T1. Alors, les enjeux, ils restent très prégnants, parce que évidemment, il y a un grand volontarisme, mais la traduction sur le terrain, c'est une gageure de tous les jours, mais l'idée, c'est de la relever.
Ce qu'on constate à ce jour, c'est qu'il y a un alignement véritablement stratégique et institutionnel de quasiment tous les acteurs du territoire sur cette transformation. Donc on a vu petit à petit l'ensemble des projets stratégiques, projets d'établissement, etc., intégrer et traduire le PTSM. Et maintenant, il nous faut véritablement accompagner chaque acteur dans la déclinaison sur le terrain, donc le changement concret des pratiques au sein de chacune de ces équipes. Sur ce plan-là, c'est assez hétérogène encore à ce jour. Il y a des établissements qui vont vite et qui s'organisent en termes de management de la transformation pour soutenir cette transformation, comme le Vinatier. Il y a d'autres structures dans lesquelles ça va un petit peu plus lentement. Donc l'enjeu au niveau du PTSM, c'est d'outiller tout le monde. Aussi de se dire que certes il y a une crise qui nous touche, mais cette crise, cette crise freine nos ardeurs à se transformer, mais qu'elle ne doit pas l'arrêter, parce que un argument très fort aussi qui doit nous animer tous, c'est que cette logique de transformation et de changement de pratique, finalement, ça va être, et c'est déjà, on le voit, une forme d'antidote à la crise. Alors, ce n'est pas miraculeux, ça ne fonctionne pas à 100%, mais ce qu'on voit, c'est que ces nouvelles pratiques qu'on propose aux professionnels, finalement, ça contribue à redonner du sens au métier du soin, au métier du care, d'une manière générale, parce que ça permet de travailler avec de l'espoir pour les personnes et dans une dimension positive. Et donc, c'est très, très important d'avoir ça en vue pour les moments de découragement. Je passe vite sur... alors évidemment, voilà, je conclus. Voilà, en disant que c'est possible de se fédérer autour de ces enjeux et ces ambitions-là, et c'est possible de faire. Donc voilà, j'espère que chacun dans vos territoires, vous pourrez également passer à l'action avec cette dynamique-là, parce que c'est ça qui est important à ce jour, c'est véritablement savoir aussi sortir de la réflexion permanente et se dire qu'il faut agir pour les personnes. Alors, on a eu 3 interventions extrêmement pertinentes sur le sujet qui nous anime depuis sur ces 2 journées. On va prendre, je sais qu'on a un petit peu de retard, mais on va prendre quand même 5 minutes pour quelques questions dans la salle. Alors je me lève parce que sinon je ne vois pas les personnes, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Là-haut, donc là-haut, il y a un micro là-haut qui se promène. Ok. Essayez de vous présenter quand vous posez une question. Je me permets ? Oui. Oui, je t'en prie, vas-y. Oui. Je voulais poser la question à Nicolas et à Pascal. Vous n'avez pas parlé de pénurie, qui est le manque d'oxygène de nos hôpitaux en ce moment. La question que je me posais, c'est est-ce que vous considérez que vous avez pu bénéficier d'une sorte d'équipe relais qui aurait pu donc remplacer la structure que l'on souhaite transformer avant qu'elle ne soit installée dans une nouvelle configuration, ou bien est-ce que vous avez fonctionné sur un mode du Big Bang et où les problèmes sont à T0, tous résolus d'un coup? Denis, évidemment, on n'a pas eu d'équipe relais, c'est trop beau, ça c'est le monde idéal, oui, dans l'absolu, pourquoi pas, on crée de nouveaux dispositifs, puis on laisse le précédent s'éteindre. Déjà, si on fait ça, les précédents vont tous partir, donc il va s'écrouler tout de suite. Mais on n'a pas eu cette chance-là parce qu'il n'y avait pas de crédit supplémentaire, c'était un crédit constant. Donc ça a été un redéploiement à un moment donné. Le 31 décembre, tous les postes ont fermé, le fichier structure a été clos et on a créé un nouveau fichier structure et de nouveaux postes le 1er janvier. Il y avait une fiche de vœux pour tous les professionnels. Je souhaitais aller dans telle unité, telle unité, telle unité, telle unité. Ils pouvaient faire autant de vœux qu'ils voulaient et on a essayé de privilégier les 2 premiers. Le dernier vœu, c'était quitter le pôle. Donc s'il restait, c'est qu'ils souhaitaient, là je parle pour ce pôle, les autres n'ont peut-être pas fait une transformation aussi radicale, je ne crois pas qu'ils aient fait la mise à plat complète, Pascal pourra dire.
tout cas, là, ça a permis au moins d'être sur quelque chose de sain, parce que ceux qui ont coché n'importe quelle unité, en fait, ont décidé de rester. Et même si les raisons affichées n'étaient pas les raisons de fond, ils ne pouvaient plus contester le projet du pôle. Finalement, d'autres personnes sont parties dans les années qui ont suivi, et l'effectif a été complètement renouvelé, malgré la pénurie, malgré la crise Covid, parce que ça crée une certaine attractivité. D'avoir un projet engagé comme ça, fondé sur des valeurs, sur des bonnes pratiques, ça attire quand même du monde. Mais ça a été difficile, je ne te cache pas qu'il faut payer de sa personne et pas trop compter son temps au début. Et au bout de 3 ans et demi, ça commence à être stabilisé. Il y a encore des vaguelettes, mais les grosses vagues, c'était 2020-2021. Oui, ma question est complémentaire. En fait, professeur, tu as révolutionné le secteur psychiatrique quand tu l'as pris. Il y a eu une fusion des CMP, il y a eu une nouvelle fonction des CATTP, une nouvelle fonction des hôpitaux de jour, un nouveau positionnement de l'hospitalisation, et tout ça, on est confronté, quand on fait une telle révolution, à des résistances au changement considérables. Bon. Et ça ne doit pas être simple d'arriver à dépasser justement ces résistances. D'autant que l'objectif du chef de pôle, c'était de passer de files passives qui sédimentaient dans des structures, qu'elles soient intra- ou extra-hospitalières, à des dispositifs circulants qui permettaient de donner véritablement son sens à la file active. Donc la question, elle est simple, c'est comment tu as réussi à dépasser ces résistances au changement et comment finalement les équipes ont pu se reconfigurer pour arriver à monter un dispositif aussi dynamique que celui que tu décris. Merci, c'est une excellente question. Faute de temps, je n'ai pas pu présenter tout le détail, mais évidemment, on ne peut pas faire ça sans un certain nombre de personnes engagées. Vous avez vu les photos d'une partie d'entre elles. Ça, c'est des gens qui sont là depuis le départ et qui croient au projet, qui croient au rétablissement, qui croient à la pérédance, qui croient vraiment qui croient au service public, déjà. Et en s'appuyant sur eux, on peut agréger autour d'autres professionnels. On ne peut pas avoir 100% des professionnels engagés sur un pôle. Mais si on en a déjà 15 à 20%, c'est un miracle. Donc on peut miser sur ces personnes-là, et le reste, ça fonctionne avec des procédures, et on est forcé d'imposer effectivement des bonnes pratiques. On ne peut pas penser que tout le monde va croire à ça et donne un sens à sa vie autour de ça. Ça c'est sûr que ce n'est pas possible. Mais s'il y a déjà 10%, 15% peut-être au maximum des professionnels d'un pôle qui y croient, on peut construire autour. Donc la première étape, ça a été de faire le tour de tout le monde en janvier, puis un peu en février, et puis de repérer ceux sur lesquels miser, et puis de construire autour petit à petit. Là, on voit très vite comment on peut faire. En fait, c'est une stratégie avec un rétro-planning. Et puis après, petit à petit, on co-construit avec les personnes qui se mettent dedans, première étape, deuxième étape, troisième étape. Mais oui, effectivement, c'est difficile. Il y avait une question en haut. Oui, non, je voulais juste un petit peu compléter parce que la question que vous posez, c'est exactement une question qu'on s'est posée dans le cadre du PTSM, parce qu'on s'est dit, ok, une fois que on a à peu près tous les acteurs du territoire convaincus de la nécessité de changer, néanmoins on sait que c'est pas simple, qu'il y a toujours des résistances au changement, donc comment on fait? Et donc on a procédé à un retour d'expérience, un retext. On a demandé à 2 équipes qui ont réussi à faire cette bascule, de nous faire un retour d'expérience en janvier dernier en copie du PTSM. Donc il y avait notamment l'équipe du pôle centre, mais aussi un SAMSA qui s'était complètement transformé pour nous donner justement effectivement les leviers principaux à mobiliser pour opérer ce changement. Et c'est vrai que je ne peux pas les citer tous, mais parmi les leviers, parmi les points clés, il y a la nécessité d'un discours clair sur le changement. C'est-à-dire que ne pas faire d'eau tiède, il y a un moment, il faut être clair avec les personnes sur le fait que leurs pratiques vont devoir changer. Et que donc les personnes qui seraient en radicale opposition avec ça, peut-être que c'est plus totalement leur place dans l'équipe. Ou bien c'est leur place dans une autre équipe. Et il y a des leviers, il faut mobiliser la mobilisation de la formation. Ça a été cité vraiment comme quelque chose, ça prend du temps, ça nécessite des moyens, mais c'est nécessaire. L'ouverture aussi vers l'extérieur, vers d'autres équipes, pour pouvoir, je retiens la phrase qu'a prononcée la directrice du SAMSA, en disant, mais finalement, en rencontrant d'autres équipes qui travaillaient déjà sur le principe du rétablissement, les professionnels du SAMSA, ils se sont aperçus que ce n'était pas une lubie de la direction, en fait, que c'était vraiment
vrai, authentique et quelque chose qui est un mouvement de fond sur le territoire. C'est la mobilisation de professionnels qui vont aider aussi à soutenir cette transformation, et notamment les pères aidants. L'effet levier est très très important grâce à eux. Mais voilà, il y a des éléments qu'on pourrait vous partager qui aident. C'est sûr, et puis j'aurais juste ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement on peut se dire on est isolé, non on n'est pas isolé, et le centre de source en fait il montre les bonnes pratiques, et puis il reçoit les équipes, on reçoit régulièrement des secteurs de toute la France, métropole, outre-mer, etc. Et on fait des accompagnements sur mesure, parce que la transformation elle n'est pas facile, et c'est mieux de s'entraider. Donc ça je voulais aussi ajouter ça, en dehors du fait que l'actualité est en ligne tout le temps, qu'il y a des MOOC, e-learning divers et variés dont vous pouvez bénéficier. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ça, parce que je pense que travailler tout seul dans son coin, c'est plus difficile que de travailler ensemble. Je pense qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, pour la dernière question, sauf que... Oui, il y avait quelqu'un en haut, mais je crois que le micro est reparti. Donc on va arrêter les questions, mais bien évidemment, vous allez retrouver vos intervenants dans la salle, et n'hésitez pas à, bien sûr, leur poser des questions directement. Donc on va les remercier chaleureusement.